Une histoire que nous avons choisi de commencer le 25 décembre 1765. Ce jour-là, Joseph Monneron, un jeune pilotin âgé de 18 ans, achève son premier périple triangulaire à bord du navire négrier nantais, le Prudent. Le vent était favorable. Nous en profitâmes pour rentrer en Rivière-Loire. À l'entrée de la nuit, il se présenta une barge de poissons qui montait à Nantes. En un clin d'œil, je ramassai mon petit trousseau qui était fort léger et sautai furtivement dans la barge. Qu'ai-je donc acquis pendant ce pénible voyage de 28 mois et demi? Des maladies et de l'ignorance, un travail excessif qui m'exténuait encore davantage, des habitudes grossières, une éducation telle que le dernier des malheureux la reçoit, pas une occasion de pouvoir lire, écrire, se former le jugement. Je dormis toute la nuit d'un profond sommeil et ne fus réveillé que le lendemain matin sur les 5 heures. On me dit que nous étions arrivés. Je crus que c'était un songe. Revenant après 28 mois du Nouveau Monde, tout à Nantes était pour ainsi dire étranger pour moi. Et les hommes, et les choses. Je demeurais errant sur les quais de la fosse en attendant le jour. Je ne me rappelais pas trop la demeure de mon père. J'épiais les premières boutiques qui s'ouvraient pour demander où ma famille demeurait. On me renseigna. Les portes sur la rue ne se fermaient pas alors la nuit, de sorte que je montais les 2 étages avec mon petit sac de hardes sur le dos. Je sonnais, avec une palpitation de cœur qui me laissait à peine respirer. Je demandais monsieur et madame Monneron. Jean et Marguerite Monneron, attachés au travail et à l'argent, n'ont pas mauvaise conscience à s'enrichir grâce au commerce négrier, soutenu par l'État et justifié par l'Église. Jean possède une importante maison de négoce et une fortune considérable. Marguerite a donné naissance à 13 enfants. Joseph est le 7e. Ce n'est que 36 ans plus tard, en 1804, qu'il écrit le journal de ses voyages. Ses mémoires sont le fruit de souvenirs, certes édulcorés, mais elles tracent un sillage riche en indices pour accompagner l'approche historique. 2 de ses fils, étant engagés pour des voyages en droiture vers l'Amérique, Jean Monneron pense qu'il faut envoyer le 3e en Guinée. Il voit dans ce voyage le moyen d'avancer sa carrière. Joseph sera embarqué en qualité de second lieutenant. Nous sommes en 1766. Nantes est une grande ville. Elle compte à cette date 80 000 habitants. L'activité de Nantes, la prospérité de Nantes repose essentiellement sur son port. Toute la société nantaise du XVIIIe siècle profite de cette prospérité portuaire. Que ce soit les petits métiers liés au port, les calfats par exemple, ou que ce soit au sommet de la hiérarchie sociale, les messieurs du commerce. Ces messieurs du commerce, les négociants armateurs, sont issus de 3 filières sociales distinctes. La première, la moins nombreuse, est la filière aristocratique. 14% des négociants armateurs nantais du XVIIIe siècle sont en effet issus de la noblesse. La plus nombreuse, c'est la filière que l'on peut qualifier de la reproduction sociale, c'est-à-dire que les armateurs sont eux-mêmes des fils d'armateurs. Enfin, une 3e filière
que l'on a qualifiée peut-être abusivement de filière démocratique est issue du milieu maritime lui-même. Nous avons un bon exemple avec Monneron-du-Pin. Son grand-père était capitaine de barque à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au cœur du fleuve qui traverse alors la ville, l'île Feydeau est le lieu de résidence privilégié des armateurs. Les modalités de financement de ce commerce sont bien établies. Un armateur principal réunit les fonds nécessaires en faisant appel à quelques commanditaires, issus d'un réseau familial ou de connivence sociale. Les capitaux engagés sont considérables. À la fin du XVIIIe siècle, l'investissement pour une campagne de traite est comparable à celui d'un hôtel particulier parisien. Le bateau, rarement neuf et jamais spécialisé, est aménagé pour la traite. Avant de partir pour notre destination, je vais donner l'esquisse du navire, le comte d'Hérouville. Il était monté de 6 canons et de 24 hommes d'équipage, ce qui était sans doute trop pour le manœuvrer. Mais la mortalité qu'on éprouve dans les voyages à la côte de Guinée oblige de porter le nombre des hommes presque au double de ce qu'il en faut pour le conduire, d'autant que la surveillance des Noirs exige beaucoup de veille et de précaution. Le navire n'était pas encore prêt à partir. Il fallait me rendre à Paimboeuf, l'avant-port de Nantes, pour aider l'officier qui était à bord afin de surveiller l'embarquement de la cargaison. Cette cargaison est formée de produits extrêmement divers. Il n'est pas rare de trouver sur un bateau négrier plus d'une centaine d'articles. Ces articles sont le plus souvent des articles de luxe. Des textiles, des armes, de l'eau de vie, mais aussi des produits qui répondent très précisément à la demande des Africains. On pourra citer par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, la demande d'un roi d'Abomey d'avoir un parasol à ses couleurs. Et il faut donc effectivement avoir cet objet dans la cargaison du bateau pour pouvoir se procurer ensuite par troc des esclaves. Nous appareillâmes le 15 mai 1766 à 5 heures du matin. À midi, nous perdîmes la terre de vue et fîmes nos relevés d'usage. Nous eûmes des vents assez favorables jusqu'au 21 de mai, mais à cette époque nous éprouvâmes des vents très violents qui travaillèrent notre bateau. Le 25 de mai, le temps et la mer se calmèrent, et les vents nous permirent de porter en route. Nous sommes arrivés en rade de Gorée le 11 juin. Le choix de Gorée comme lieu symbolique de la traite relève de la mémoire et non de l'histoire. Les 12 à 15 millions d'esclaves qui ont été déportés vers les Amériques ont été embarqués tout le long des côtes occidentales de l'Afrique. Les rivages du Sénégal et de la Gambie ont été les premiers visités. Considérés comme peu rentables, ils ont été rapidement délaissés au profit de la côte d'Ivoire, de la côte de l'Or et de la côte des esclaves. En quittant Gorée, nous dirigeâmes notre route au sud. L'intention du capitaine était de longer la côte, sans dessein prémédité. Pour les navires négriers, les forts construits sur la côte du Ghana constituent des amers très impressionnants. Le château Saint-Georges, à Elimina, a été édifié par les Portugais, premiers bâtisseurs européens en Afrique de l'Ouest en 1482. L'accès à l'or, à l'ivoire et aux épices est l'enjeu principal de ces fortifications avant le commerce des esclaves au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a déjà 170 ans que les Portugais achètent des esclaves noirs en Afrique lorsque les négriers nantais s'engagent dans cette quête de l'or noir. Mais en quelques décennies, les navires armés à Nantes assurent les 2 tiers du trafic du royaume.
Ayant été obligés d'ancrer, il nous vint deux de leurs grandes pirogues montées chacune d'environ 60 hommes. Ils venaient pour échanger des fruits et des racines contre de l'eau de vie. On les satisfit et tout se passa assez tranquillement. On s'occupa de sortir les marchandises des caisses. Ce travail ne fut satisfaisant pour personne car on trouva beaucoup d'avaries, principalement sur les armes qui étaient dans un état déplorable. Nous nous rendîmes dans le village composé d'une centaine de cases à nègres et situé dans une très belle exposition. Notre capitaine vit le chef de l'endroit, palabra avec lui, paya quelques légères coutumes, traita des vivres et entra en pourparlers. Je ne m'arrêterai pas à donner des détails sur la traite des captifs, dont il me reste une trop faible idée de ce qui se passait. Je pourrais faillir dans mon rapport. Combien de misère ne fallut-il pas endurer? Qu'on se figure un jeune homme de 18 ans, transplanté de France dans les climats brûlants de l'Afrique, sans vêtements, sans chaussures, sans lit, manquant de tout, et malgré cela assujetti aux travaux les plus pénibles et les plus dégoûtants. Les aliments propres aux hommes du pays ne conviennent guère aux estomacs européens, mais quand je me sentais pressé par la faim, je m'accroupissais avec les nègres et partageais leurs repas. Nous mangions des ignames qui sont bonnes et du riz cuit à l'eau sans autre après que du sel. Quand mon repas était fini, je payais mon écho avec de la rasade, des couteaux ou autres petites quincailleries. Tantôt je trouvais des hôtes traitables, d'autres fois il y en avait d'incommodes. Cependant, en général, ils étaient assez hospitaliers. Les travaux des historiens nous permettent de suppléer les défaillances de mémoire de Joseph Monneron. En fait, le réseau de vente des esclaves n'est pas différent de celui des autres activités de commerce. Les marchands africains regroupent les esclaves, l'or et les autres produits. Mais l'organisation varie en fonction des régions. À l'ouest, le commerce était essentiellement entre les mains des sociétés de marchands qui organisaient de véritables conseils. Un conseil qui s'occupait, disons, du trafic avec les bateaux. Un autre conseil qui gérait tout ce qui arrivait de l'intérieur. Et un troisième conseil, là et là, il porte un nom assez joli, les échos, les nouvelles, et qui finalement réglait tous les cas de litige. Alors le rôle du conseil du circuit intérieur, c'était d'assurer la sécurité des négociants qui allaient chercher les esclaves très loin de la côte. Et ce commerce donc donnait aux marchands la possibilité d'avoir d'énormes ressources financières, parce que les esclaves, comme l'or, comme les autres produits, se payaient très cher. Les négriers étaient obligés de passer par eux, puisque on a même parlé de société, presque une société secrète, puisqu'il fallait passer par eux pour obtenir justement ces produits.
Et donc, les rétributions, les prix étaient très élevés. Tout dépendait effectivement de l'offre et de la demande. Plus à l'est, sur la côte des esclaves, Ouida, la porte maritime du royaume d'Abomey, est un lieu de mouillage très fréquenté par les navires négriers nantais au XVIIIe siècle. La différence fondamentale entre la traite à Abomey et la traite le long de la côte ivoirienne, c'est que le roi n'était pas l'élément, je dirais, moteur de ce commerce. Ce commerce reposait essentiellement sur, disons, dépendait de la volonté, du bon vouloir parfois des marchands, que ce soit marchands d'esclaves ou marchands d'or, etc. Alors qu'à Abomey, c'est la cour elle-même, c'est le souverain qui avait mis en place toute une structure pour contrôler à la fois la réception des esclaves, la vente des esclaves, etc., leur acheminement vers les négriers. Ceci est totalement différent sur les côtes ivoiriennes. Le roi d'Abomey, qui gère la traite sur le site de Ouida, apparaît comme un véritable spécialiste de l'offre et de la demande. Il est en effet capable, d'une part, de jouer sur la régularité des approvisionnements en esclaves. Et on sait que tout ce qui est rare devient cher, et on constate tout au cours du XVIIIe siècle que le prix de l'esclave augmente, peut-être parce qu'effectivement il y a une sorte de volonté du roi de gérer un petit peu le cours des esclaves. Il peut aussi jouer sur l'offre et la demande et sur les prix en faisant jouer la concurrence entre les différents acheteurs. Ces acheteurs sur le site de Ouida sont les Français, bien sûr, mais aussi les Anglais, les Portugais et les Hollandais. C'est sur la route des esclaves entre la plage et la ville de Ouida que le Koussougan, le douanier du roi, choisit les cadeaux pour le souverain. Il est accompagné par 4 ou 5 marchands qui négocient avec les Occidentaux la vente des esclaves. Ceux-ci sont le plus souvent des prisonniers de guerre ou des victimes des razzias effectuées dans les contrées voisines. Ces esclaves jouent des rôles multiples. Ils sont utilisés dans les jardins de cases pour la culture des vivres ou dans le négoce comme porteurs. Ils sont également utilisés comme combattants au service du roi, puisqu'on ne peut pas concevoir une armée sans la présence massive des esclaves. Certains ont déjà été vendus 7 à 8 fois, de marché en marché, avant d'arriver à Ouida. Dans cette ville, qui compte 10 000 habitants au XVIIIe siècle, la concurrence entre les nations occidentales est très perceptible avec la présence de 3 forts, français, anglais et portugais. Leur proximité atteste la rivalité intense de ces nations pour le contrôle du commerce des esclaves. La garnison du fort français est composée d'une dizaine de permanents sous le commandement d'un gouverneur. Ce fort est extrêmement sommaire, précaire, plusieurs fois construit, plusieurs fois détruit. En fait, on souhaite faire un minimum d'investissement face à un commerce qui est très aléatoire parce que très spéculatif. Ceci explique qu'aujourd'hui, dans la ville de Ouida, il n'y ait plus de traces de ce fort français, même si la mémoire de cette période reste très présente. Les réseaux de vente très élaborés, les marchands qui perçoivent des sommes considérables, les chefs de royaumes côtiers qui acceptent les moyens de maintenir et même d'augmenter les ressources nécessaires à leur sécurité, sont autant de faits qui interrogent les historiens et posent la question des complicités africaines. Un des aspects que personnellement je souligne avec d'autres collègues aujourd'hui, c'est le phénomène de l'aveu, qui induit
la prise en compte de la responsabilité des Africains dans ce phénomène qui a quand même dévasté l'Afrique. Parce qu'un phénomène de cette importance qui a duré 4 siècles, un peu plus pour la traite transatlantique, et si on y ajoute la traite transsaharienne et même une traite antérieure, ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas une complicité locale. Et je dis que de ce fait, ce serait quelque part peu objectif de penser qu'il n'y aurait que des barbares d'un côté, des rapaces, et de l'autre des nègres innocents qu'on vient violer. Et je pense qu'à un moment donné, en tout cas, il y a une complicité forte qui a joué en défaveur de l'Afrique. Et cette complicité, elle est africaine. Ce que les princes africains, les royaumes côtiers ont pris goût à ce commerce et se sont structurés pour en assurer une certaine continuité. Si les victimes sont toujours les Africains, les bénéficiaires sont les puissants, européens et africains. À Bomey, la résidence ordinaire du roi est distante d'une centaine de kilomètres de Ouida. À l'époque de la traite, les caravanes mettent plusieurs jours pour atteindre le cœur du royaume. Pour Agadja et Tegbessou, les souverains d'Abomey, contemporains de Louis XV, il s'agit avant toute chose d'impressionner les acheteurs occidentaux, comme en témoigne M. de Pomme-Gorge, commandant du fort français à Ouida. Le roi reste enfermé dans de vastes cases dont les principales sont garnies sur le faîtage d'un nombre infini de têtes de mort. Ce sont celles des ennemis tués à la guerre ou de se sacrifier chaque année aux mânes de son père pour aller le servir dans l'autre monde. Le respect que ces peuples portent à leur roi va jusqu'à l'idolâtrie. À la terre de ces remparts sont mêlés des petits coquillages, les corises, qui servaient alors de monnaie. C'est donc littéralement derrière l'argent de la traite que vit une cour très importante. Pour asseoir leur pouvoir, les rois d'Abomey construisent une histoire officielle. Cette histoire officielle est transmise oralement par les griots, mais elle est également transmise par les images. Ces images représentent Agadja, sous la forme du preneur de bateau. C'est lui, en effet, qui a assuré le développement du royaume d'Abomey vers la mer, et donc vers la traite négrière avec les Occidentaux. À la fin du XVIIIe siècle, les négriers nantais se déplacent vers l'Est, le Nigeria actuel, et le Sud, jusqu'aux côtes de l'Angola, où l'offre d'esclaves est plus importante. Pratiquant une sorte de cueillette d'un point à un autre, les négriers achètent leurs esclaves à des marchands locaux. Cela augmente la durée du cabotage et cela augmente les souffrances des esclaves entravés dans les entreponts des navires. Lorsque je m'aperçus d'un faible mollissement dans le temps, je pressentis la nécessité de rétablir le plus de voilure possible, ce qui fut exécuté et nous procura une très bonne journée. Il est bien précieux pour les bâtiments qui sont chargés d'esclaves noirs de ne pas perdre une seule occasion pour abréger la durée de la traite. Toutes les négresses ainsi que les jeunes nègres étaient libres. Ils n'étaient pas surveillés. Un jour, 2 négresses se jetèrent à la mer dans le dessein de se sauver.
Elles ne furent pas 10 minutes dans l'eau qu'il ne resta que des vestiges. Entretenir les capacités physiques des esclaves, en dépit de conditions de vie effroyables, est une préoccupation permanente à bord. Ainsi, Joseph Monneron ne fait pas preuve d'humanité ou de compassion pour la cargaison en général et ses femmes en particulier. Il déplore essentiellement le manque à gagner. Les esclaves sont des marchandises qu'il faut acheminer aux Antilles avec le minimum de pertes et qu'il faut surveiller en permanence pour prévenir toute révolte. Il fallait être sur le qui-vive toute la nuit. On avait pour redoubler la précaution par les fers, les chaînes, les entraves, les fortes cloisons. Tous ces obstacles étaient vaincus par l'esprit de liberté et le caractère féroce des esclaves que nous traitions. Nous ne dépassâmes pas 4 nœuds pendant tout le cours de notre traversée qui fut d'environ 50 jours pour nous rendre à Fort-Royal, île Martinique. Le scorbut dévorait les blancs et les noirs. Nos provisions de bouche étaient à bout. Dès notre arrivée, on fit sortir notre cargaison de noirs pour les déposer à terre dans des magasins afin de les soigner et de les rafraîchir. Alors il s'agit donc de préparer ces esclaves pour la vente. Là, le voyage a souvent été difficile et il s'agit de donner, disons, un bel aspect à la cargaison. Donc on va accorder 2 ou 3 jours pour que ces esclaves puissent se reposer. On leur donne à manger abondamment, on les frotte d'huile pour faire disparaître, disons, les défauts qu'ils pourraient avoir. Et on les livre à la vente. On les livre à la vente suivant un barème établi d'après la pièce d'Inde. Cette pièce d'Inde, c'est un esclave mâle, jeune, de bonne santé, qui est en quelque sorte la base de cette vente. Cette pièce d'Inde, eh bien, pour un esclave très jeune ou pour une femme généralement, il n'y a qu'une partie. Le prix est moins important que pour la pièce d'Inde, de même que pour un esclave surâgé. Pour un esclave à talent, eh bien, au contraire, il sera vendu très cher. Et il y a là tout un négoce, un ensemble de techniques commerciales qui permettent de bien vendre une cargaison de nègres. Tous les noirs furent vendus tant bien que mal. On passa ensuite le bâtiment dans le port afin d'y faire les travaux de charpentage et de calfeutrage les plus urgents. Il m'était permis, dans le cours de la journée, de me promener dans la ville et de courir dans les champs de canne à sucre sur les plantations. La demande en esclaves est toujours très forte. Depuis que l'on a remplacé la culture du tabac par la culture de la canne qui s'installe définitivement vers les années 1660. Le besoin en main-d'œuvre est donc considérable puisque un atelier d'une habitation sucrière est en général composé d'une centaine d'esclaves. Il y a donc un courant continuel d'approvisionnement. Les esclaves arrivent avec d'autant plus de régularité que l'accroissement naturel est faible et qu'il faut donc continuellement renouveler le cheptel. C'est une nécessité cruciale pour cette économie coloniale. Mon frère m'avait instruit que nous avions beaucoup de parents très proches à la Martinique. Je décidai d'écrire. Ma lettre tomba entre les mains de la veuve Pitot Papin qui aussitôt expédia un nègre pour me chercher.
Je fus accueilli par ma tante, ainsi que par ses filles, désirée et félicitée, avec toutes les expressions de la joie et du sentiment. On me donna une fort jolie chambre, un bon lit, et j'eus toutes les aisances désirables. Félicité la plus jeune s'amusait de mon innocence et me faisait des agaceries auxquelles je répondais assez gauchement. Ce séjour délicieux fut pour moi un paradis terrestre. Paradis terrestre pour les uns, lieu de privation, de punition, ou même de mutilation pour les autres. L'édit du roi ou code noir, qui régit la vie des esclaves dans les plantations, autorise toutes les cruautés de la part des maîtres ou des gérants. Article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour et la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et du marquage au fer. Et en cas de fréquente récidive, pourront être punis de mort. Les conditions de vie et de travail des esclaves dans la plantation, disons, sont assez diverses. Elles sont assez diverses parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a toute une hiérarchie dans la société des esclaves. Les moins favorisés sont les esclaves de jardin qui travaillent à la canne, à la culture de la canne, et pendant la période de la récolte, pendant la période dite de la roulaison, eh bien, le travail est très dur, le travail est considérable, et il est évident que c'est un sort qui est véritablement peu enviable. Dans le nord-ouest de l'île, au Prêcheur, l'habitation Céron est signalée dès 1658 comme une importante sucrerie. En 1791, l'inventaire fait état de 81 esclaves sur la plantation. 30 hommes, 27 femmes, 20 enfants de moins de 14 ans et 4 infirmes ou surâgés. C'est principalement dans la sucrerie que travaillent les esclaves à talent, c'est-à-dire ceux qui effectuent les travaux spécialisés à la fois dans la construction des bâtiments, leur entretien, et surtout dans le processus de transformation du sucre. Le broyage de la canne dans les moulins, la fermentation et la distillation. Si le sort de ces esclaves à talent est un peu supérieur à ceux qui travaillent dans les champs de canne, leurs conditions de travail sont éprouvantes. Il y a enfin la domesticité. Les serviteurs avaient une vie moins dure. Les domestiques sont nourris de la table du maître. Ils sont mieux logés, mais le risque de subir des violences de la part du maître est réel du fait de la promiscuité entre maîtres et esclaves. Les formes de résistance sont constantes dans les habitations et dans la société esclavagiste. Il arrive bien souvent que ces esclaves pratiquent une forme de résistance passive, par exemple en refusant de travailler s'ils s'estiment maltraités ou mal nourris. Le marronnage a été la grande forme de résistance qui consistait pour ces esclaves à quitter la plantation, à se réfugier dans les forêts ou les montagnes avoisinantes, mais il est vrai que ni en Guadeloupe ni en Martinique, ce marronnage n'a pris l'importance qu'il a pu avoir dans les forêts guyanaises ou dans les montagnes bleues en Jamaïque.
Et puis il y a les révoltes serviles qui font partie intégrante également de cette société coloniale. Ce sont d'ailleurs ces révoltes, et en particulier celle de Saint-Domingue en 1791, menée par Toussaint Louverture, qui amène la République à abolir une première fois l'esclavage en 1794. Mais cette abolition ne met pas fin à la traite. Tolérée ou prohibée, l'infâme trafic se prolongera jusqu'en 1848. On peut résumer les principales étapes de la fin du système esclavagiste dans l'ensemble du système colonial autour de 3 étapes. Une première étape qui se situe plutôt dans les années de la Révolution française, 1794-1802, avec notamment la grande révolution des esclaves en Haïti. Une deuxième étape qui concerne les premières années du 19e siècle avec l'émergence d'hommes de premier plan, comme par exemple Victor Schœlcher pour l'opinion française, d'autant plus que nous sommes dans un lieu symbolique à Fort-de-France, nous sommes dans la bibliothèque Schœlcher. Cette période, c'est l'émergence d'une opinion publique libérale qui avance de plus en plus dans les milieux mulâtres et dans les milieux blancs. Et puis une troisième étape autour des années 40-48, où là, la législation, la position même administrative s'accélère vers des affranchissements, vers un assouplissement jusqu'à l'abolition de février. Joseph Monneron n'a évidemment pas connu la grande révolte de Saint-Domingue, où il passe brièvement en 1769, lors d'un dernier voyage. Le navire se trouvant avec sa cale bondée de sucre blanc et l'entrepont également encombré de café, sucres et coton, il fallut songer au retour en France. Nous relevâmes à 3 heures la pointe de l'île de la Tortue. Ce furent mes adieux à l'île de Saint-Domingue que j'étais dans l'intention de revoir. Mais les circonstances ultérieures en ordonnèrent autrement. Voilà, mes enfants, l'histoire de mes voyages et du commencement de ma vie, qui comprend l'âge le plus orageux des passions et le plus précieux pour la culture des facultés intellectuelles. Le fond de ces mémoires est vrai. Si en les écrivant je me suis trompé, c'est de bonne foi. Dès son retour à Nantes, Joseph va reprendre en main la maison de commerce. Chacun à sa place. Les frères Monneron vont jouer un rôle dans l'entreprise familiale jusqu'à sa dissolution en 1834, un an après la mort de Joseph. Le frère aîné, Jean-Baptiste, avait acheté cette maison en 1785. Située à Vertou, dans la campagne nantaise, elle témoigne de l'emprise du négoce sur le milieu rural. Nantes est indiscutablement la capitale française de la traite négrière. Elle assure à elle seule plus de 1400 expéditions au long du siècle. Ces expéditions représentent 42% de ce commerce national. Qu'en est-il des retombées de cette traite sur la ville de Nantes? Tout d'abord, retombées financières. Est-ce une bonne affaire? Si l'on considère les résultats sur l'ensemble du siècle, ces résultats peuvent paraître modestes. Les rendements varient selon les calculs des historiens entre 4 et 6% de l'investissement. Mais c'est une véritable loterie en fait, puisque certaines expéditions sont catastrophiques pour des raisons de naufrage, pour des raisons de révolte d'esclaves. D'autres au contraire sont le pactole, 100-200% de bénéfices. De plus, il faut prendre conscience que cette traite négrière rend possible les autres voyages nantais, puisque le commerce dit en droiture, celui qui va directement aux Antilles et qui ramène des produits tropicaux à Nantes, n'est possible d'une certaine façon que grâce à ce premier commerce triangulaire. Donc la rentabilité se pose dans d'autres termes que de termes strictement immédiats par rapport à l'investissement initial. Quand le trafic cesse définitivement, les messieurs du commerce ne quittent pas la ville. Ils s'adaptent, créent de nouvelles entreprises, assurent l'avenir de leurs héritiers, qui comme eux, deviendront des notables. Cette pérennité locale d'une élite sociale
explique le long silence sur ces 150 ans d'histoire négrière, à la manière d'un secret de famille étendu à une ville entière. Quand on parle des conséquences de la traite, souvent on parle de l'aspect économique, car c'est vrai, ça a déstructuré l'Afrique, l'a dépeuplée, et il y a des conséquences économiques évidentes. Mais il y a des conséquences qu'on n'aborde pas, et qui sont des conséquences plus prégnantes, moins visibles, du moins du point de vue quantitatif. Ce sont les conséquences psychologiques. Parce que la chasse à l'homme qu'a provoqué la traite négrière fait que, vous voyez, les gens fuient des côtes vers l'intérieur. Et cette fuite a créé des sentiments de peur, qui sont des sentiments qui ont été inhibés et qui aussi ont fait que des groupes se méfient les uns des autres, sans parler du fait même que ce morcellement en petits groupes fait qu'il n'y a pas eu d'empire porteur de culture large. Il y a aussi un sentiment d'infériorité, puisque dans ce mouvement de chasse, c'est l'Afrique qui a perdu dedans. Et donc l'occidental, lui, il a cultivé son sentiment de supériorité, et l'Africain a entretenu un sentiment d'infériorité qui a perduré jusqu'à la colonisation et qui fait que l'Africain n'a pas confiance en lui-même. Il y a une sorte de défiance vis-à-vis de soi et de méfiance vis-à-vis de groupes qui ont plus ou moins participé au mouvement de la traite. Et c'est très très important ce phénomène parce que c'est un phénomène qui nuit à l'esprit de créativité, à l'esprit d'initiative, à l'esprit de responsabilité dont on a besoin pour transformer le monde négro-africain. La couleur définissait le statut des gens. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des réflexes coloristes qui imprègnent nos mentalités. Mais en tant qu'enjeu de mémoire, c'est vrai que ça irrigue la société. Je crois que les Antillais doivent se réconcilier avec leur histoire et qu'il faudra du temps. C'est un passé qui ne passe pas. Et c'est vrai qu'au-delà de la mémoire, il me semble qu'un travail d'histoire, un travail sur la mémoire serait nécessaire pour s'approprier non seulement le souvenir, mais aussi les documents pour entrer dans la complexité. Il me semble que pour l'instant, nous sommes dans une phase de réconciliation avec nous-mêmes et si elle ne passe pas par le travail d'histoire, si elle ne passe pas par cette connaissance approfondie d'une période qui est beaucoup plus complexe, on passera à côté de cette réconciliation. En mai 2001, le Parlement français qualifie la traite des Noirs de crime contre l'humanité. Avec le vote de la loi, il y a eu de nombreux débats. Là encore, je crois que la sérénité serait nécessaire et ça passe par la voix des historiens. Il faut que les historiens se réapproprient le discours pour éviter les anachronismes. Pour ma part, je pense que cette décision de l'Assemblée nationale risque d'une certaine façon de rendre un peu plus difficile le travail de l'historien. En effet, elle risque de privilégier une approche morale, affective, voire culpabilisante du passé. Notre travail à nous, historiens, il me semble, n'est pas celui-là. Il est au contraire d'essayer de chercher la vérité, d'essayer donc de comprendre et d'expliquer pour le grand public. Pour ce qui concerne la traite des Noirs, pour ce qu'on appelle nous ici l'or noir, au fond, c'est de comprendre comment la recherche du profit, comment l'absence de droits de l'homme en même temps ont rendu possible l'infâme trafic. C'est parce que nous sommes capables de dire cela que nous participons en tant qu'historiens au débat démocratique dans la cité, ici et maintenant.